Mais j'ai trouvé quand même une définition. Il s'agit d'un changement dans le processus de pensée qui vise à exécuter une action nouvelle. C'est suffisamment large pour que ça me convienne. L'innovation se distingue d'une invention ou d'une découverte dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective applicative. On peut l'appréhender comme une démarche, un processus, un résultat. Alors quel est l'intérêt de cette définition? C'est qu'elle nous sort définitivement de l'innovation à caractère technologique pour nous faire entrer dans d'autres types d'innovation. Et ça nous permet d'inaugurer les innovations sociétales, organisationnelles ou autres, ou celles dont nous avons parlé notamment ce matin. Ça pose le problème du pilotage de ce type d'innovation. Parce que on verra assez bien ce qu'on peut faire avec des produits, des procédés, mais quand on est dans des processus cognitifs, dans un processus global de l'entreprise, dans un système d'innovation territoriale, et c'est bien de ça que Mme Leloup a voulu nous parler ce matin, quand on est dans ces aspects-là, les méthodes utilisées, les parties prenantes concernées, leur rôle, les modes et les sources de financement utilisées seront différents. Et donc, on doit tenir compte, je dirais, de cet élément-là. Alors, si on cherche à se mettre dans une perspective applicative, et là, je fais référence à ce que nous avons vu tout à l'heure avec Mme Vial en termes de valorisation. On voit que la valorisation, elle peut être liée à l'innovation, mais elle n'est pas nécessairement liée qu'à l'innovation. Après tout, on peut très bien s'intéresser, dans un état de veille, à la recherche de technologies, par exemple, à l'extérieur, et valoriser ces technologies sans qu'on soit passé par le système, par exemple, de recherche wallon. C'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, peut-être pour être polémique, mais quand même, on est là aussi pour ça, hein, très concrètement, puisque nous sommes payés par les pouvoirs publics pour les ennuyer. Bien. C'est ce que permet notre définition des différentes dimensions du développement, des modalités de contribution, et d'une manière plus large, je dirais, ma définition de la valorisation. Elle est longue, mais elle a au moins l'avantage d'être relativement complète. C'est un processus, chaque mot compte, interactif, entre parties prenantes, telles que des académiques, des entreprises, mais aussi la société civile, des associations, des pouvoirs publics. Ce processus est intégré dans une démarche qui va de la mise à l'agenda, au sens du cycle des politiques publiques, à la mise en œuvre, voire à la dissémination, et à l'évaluation, dans une double logique de recherche de résultats et d'impact. Impact, c'est sociétal. Résultat, ça peut être économique, mais ça peut aussi ne pas être économique. Conséquence de notre définition, selon des modalités variées et concomitantes, et dont le résultat est susceptible de concerner tous les secteurs de la société, privé, public, associatif, non marchand, etc. Bon, voilà ma conception de la valorisation, à rapprocher de la manière dont Mme Vial a introduit les choses. Elle a présenté deux définitions, une qui me semblait plutôt centrée sur l'économique et l'autre qui tenait compte de cette dimension aussi. C'est important parce que si on restreint le champ dès le départ, on se prive d'un certain nombre de possibilités. Alors, sur le concept de contribution, l'idée sous-jacente au concept de contribution est que le résultat et ou l'impact, parce que c'est là que se situent les enjeux recherchés, procède d'une approche qui est multifactorielle. Il n'y a jamais qu'un seul facteur, il y en a plusieurs. Et le problème, c'est qu'on connaît généralement les ingrédients, mais comme en cuisine, on a beau avoir la recette, c'est pas pour ça qu'on fait la bonne tambouille. C'est une espèce d'alchimie qui fait que, et qui parfois est difficilement reproductible. Donc c'est multifactoriel, c'est multi-acteurs, et ça nécessite la mobilisation, et on n'a pas l'habitude de ça, d'un certain nombre de concepts tels que l'intégration, la transversalité, le partenariat, les synergies, les réseaux, la coopération, bref, un certain mode de pensée, une certaine culture qui va amener à se poser la question du comment, à côté du pourquoi, à côté du quoi, et à quelles conditions les sciences humaines et sociales peuvent contribuer, au sens où je l'entends, au développement de la Wallonie, ici en l'occurrence. Alors, les sciences humaines et sociales. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cela? 10 minutes, c'est très bien. Vous irez voir dans le dictionnaire des sciences économiques et sociales. Voilà. Alors,
ça m'amène à avoir un référentiel qui est la matrice de valorisation. J'ai mis à gauche là, les modalités de contribution. Il y a plein de contributions possibles, transfert de connaissances, diffusion de connaissances, innovation technologique, innovation non technologique, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, la dimension du développement économique, social, etc. Alors, ça fait référence plus ou moins à ce qu'a dit Joseph Pagano ce matin. On voit bien comment on peut lire la matrice. On peut la lire en ligne et on peut la lire en colonne. En ligne, par exemple, je peux m'interroger sur quelle est la contribution de l'innovation technologique au développement économique. Mais je peux m'interroger aussi sur quelle est la contribution de l'innovation technologique dans le domaine du social. Et en colonne, je peux m'interroger, par exemple, sur quelle est la contribution du transfert de connaissances, de la diffusion de connaissances, de l'innovation technologique, de l'innovation non technologique dans le domaine du social. Alors, à l'intérieur de ça, j'ai toutes les sciences, dont les SHS. Et donc, la question qui est posée, si on prend cette matrice de valorisation comme elle est présentée, c'est comment, d'un autre point de vue bien sûr, à l'intérieur de ça, la valorisation peut se faire, et en ce qui nous concerne, la valorisation des SHS. Autrement dit, elle ne se fera que très rarement seule, elle se fera en combinaison avec d'autres sciences humaines et sociales, et elle se fera probablement et certainement en collaboration avec d'autres sciences qui, elles, ne sont pas SHS. Cas d'application ce matin, dans la première intervention que l'on a entendue, on voit bien le positionnement dans les sciences sociales et humaines. On voit bien à quoi ça sert. Ça sert à optimiser du point de vue économique. Il y a donc une démarche qui est de nature économique. Mais d'autres sciences vont éventuellement se poser la question en disant oui, mais bon, concrètement, l'électricité, elle est produite comment? C'est de l'énergie nucléaire, c'est de l'éolien ou c'est quoi? En amont, d'autres sciences vont venir poser d'autres types de diagnostics et questionner les autres sciences en disant mais vous êtes les harkis éventuellement de gens qui sont contre nous. Et c'est ça l'intérêt certainement du débat et c'est à ce niveau-là aussi que se situe, je dirais, le politique. Alors, le politique, parlons-en, quelques réflexions sur la situation en Wallonie. Alors, à ma connaissance, je peux me tromper, Madame Bex, mais il n'existe pas, alors je suis précis, d'études systématiques consacrées au phénomène que nous venons de décrire en Wallonie. Là, vous êtes censé dire non. Donc, même si c'est oui, ne dites pas non. C'est grave ce que vous dites là, parce que ça laisse supposer qu'il y a quelque chose. Bien. Alors, par contre, si vous regardez du côté de la Flandre, eh bien, il y a Valorisatief van onderzoek en de human en sociale wetenschappen, mai 2011, un document qui fait 400 pages et qui aborde ce genre de sujet. Au niveau du bureau du plan, on a, en février 2012, un document qui est sorti sur le système d'innovation en Wallonie et qui est basé, en gros, sur une définition restreinte, c'est-à-dire dans le domaine technologique. Alors, ça ne signifie pas que, évidemment, on ne fait rien. Alors, bon, comme je tiens à valoriser ceux qui ont accepté de venir, je sais que d'autres ministres prennent des initiatives, mais croyez-moi, les meilleures initiatives sont prises à la fois par le ministre Nollet et par le ministre Marcourt. Exemple, le ministre Nollet, stratégie recherche 2011-2015 vers une politique intégrée de la recherche, plan d'action 7, soutien aux sciences humaines et sociales. Donc il n'a pas mis ça parce qu'il savait que Mme Bex venait aujourd'hui. Bon, il a mis ça dans son document au départ. Les équipes de recherche dans les sciences humaines et sociales de la Fédération Wallonie-Bruxelles disposent proportionnellement de trop peu de moyens. Par rapport à l'excellence reconnue de leur production scientifique, à leur insertion dans des réseaux internationaux et au grand intérêt pour ces filières dans le chef, bon, etc. Plan d'action 27, renforcer l'interdisciplinarité de la recherche. Et là, on parle de la création de partenariats, tout simplement, entre recherche non technologique et technologique. Reprenant la définition d'innovation sociale qui est celle de l'Europe, il est dit, et alors là, nous répondons à une question qui a été posée ce matin, toujours dans les documents du ministre Nollet, d'autres acteurs au type de recherche et innovation non prévus actuellement par le décret, tels que les ASBL, on en a parlé ce matin, notamment du secteur non marchand, jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social, régional, communautaire, et peuvent être donc un apport utile dans les partenariats de recherche. Voilà une réponse
à une question qui a été posée ce matin. Le ministre Marcourt n'est évidemment pas en reste, puisque, comme vous le savez, ou comme vous devriez le savoir, il y a un plan Creative Wallonia, et qui a pour objectif de placer la créativité et l'innovation au cœur de l'économie et de la société en Wallonie. Il s'agit, je cite, d'entraîner le plus grand nombre possible de nos citoyens dans une dynamique innovante, basée notamment sur la formation transdisciplinaire, sur l'observation des tendances, sur l'accès des PME au marché des idées et sur la mobilisation de moyens financiers nouveaux. 3 axes, promotion de la société et de la créativité, avec comme public cible le monde éducatif, les citoyens et les services publics. Fertilisation, 2e axe, des pratiques innovantes sur un outil de captation des tendances afin de les réinjecter dans le tissu économique. Travail en réseau, PME, audit de potentiel d'innovation, culture d'innovation, le prix Zénob. Le prix Zénob fait partie de cela et qui, pour la première fois, sera donné une initiative non technologique cette année, soutien financier à la production innovante, tant dans le secteur technologique que déjà maintenant dans le domaine de l'image et du design. Et enfin, attribuons-nous une médaille de manière plus ponctuelle, mais tout aussi encourageante, je le dis. Il convient de signaler qu'à l'origine, les sciences humaines et sociales étaient exclues des champs d'action de l'UE et qu'elles y sont reprises depuis le premier séminaire de l'UE, il y a 2 ans, dans les locaux de ce qui s'appelait encore aujourd'hui la FUCAM. Point C, je pense qu'il me reste un peu plus de 5 minutes. Oui. Alors, 16 pistes, en espérant qu'elles seront cyclables, bon, pour un certain nombre de personnes. Donc ce sont des propositions que je mets sur la table. 1. Reconnaître le rôle de transmission, donc j'ai pesé les mots, de diffusion des savoirs fondamentaux des SHS qui permettent une adaptation cognitive à long terme de la société, notamment en s'intéressant au processus d'apprentissage et de désapprentissage, aux dispositifs institutionnels, techniques, organisationnels qui les favorisent. Je ne répéterai pas, comme le texte sera disponible sur le site de l'UE, vous irez voir, et chaque mot est pesé. 2, établir un état des lieux quantitatif et qualitatif permanent, et chaque fois reproduit, des SHS, en sachant que le lendemain, ça ne vaut déjà plus grand-chose puisque ça a changé. Reconnaître et développer l'importance et l'expertise des SHS. Valorisation, expertise collective, recherche appliquée, évaluation des politiques publiques. Ce qui est visé ici, c'est, on en a parlé tout à l'heure, la 3e mission des universités notamment, celle du service à l'environnement. Cette reconnaissance et ce développement doivent s'opérer à la fois à l'intérieur de l'université. Il faut reconnaître dans le parcours professionnel du personnel ce qui est de l'ordre de la valorisation, de même que de la valorisation à finalité autre qu'économique, mais aussi à l'extérieur de la société, par les pouvoirs publics, les utilisateurs potentiels et la société civile. S'inscrire, comme je l'ai dit, dans des définitions suffisamment larges et flexibles des concepts pour permettre notamment de ne pas orienter les instruments financiers uniquement vers les finalités économiques, étendre le rôle des interfaces à d'autres aspects que la dimension économique, développer des instruments de veille qui portent sur des champs nouveaux, des outils de programmation d'action, de détection de problématiques émergentes, de définition de stratégies, de transfert potentiel, de recherche de partenariats et, masse critique, nécessité d'internationalisation. Rechercher non seulement les résultats, mais également les impacts, au sens de changements structurels dans les comportements. Quand une recherche est terminée, on a abordé ce point-là. Madame Vial l'a abordé, avec le problème de la maturation et de l'intervention de la maturation à un certain moment, le processus de maturation. On l'a vu aussi avec Insight ce matin. Quand la recherche est terminée, les choses ne sont pas encore nécessairement terminées. Poursuivre en aval la réflexion sur les problématiques de valorisation. Adapter les critères quantitatifs et qualitatifs d'évaluation, notamment en matière de résultats et d'impact, à la diversité et à la complexité des activités scientifiques. Construire un nouveau référentiel qui intègre l'importance, c'est le point 5, l'importance accordée au SHS, proposer une gouvernance nouvelle. Chercheurs, valorisateurs, universités, grandes écoles, entreprises, pouvoirs publics, administration, société civile, associations, donc non marchands, etc. Et qui soit de type non exclusivement endogène. Alors je jette un pavé dans la mare, ce n'est pas la recherche wallonne qui à elle seule contribuera au redéploiement wallon.
il faut être clair. La roue est inventée, il vaut mieux aller chercher une licence que d'essayer de la breveter à nouveau. Définir, organiser, animer des espaces d'échange, de dialogue, de collaboration au sein des SHS et entre les SHS et les autres sciences. Donc pour les pouvoirs publics, c'est, comme on l'a fait dans les fonds structurels avec la théorie des portefeuilles, faire des regroupements trans, inter et intradisciplinaires par une politique adaptée, des financements adaptés et la création de réseaux. Pallier au manque de compétences des chercheurs en matière de valorisation, cet après-midi, 5 minutes, c'est très bien. Marketing, droit, gestion, propriété intellectuelle, project manager. La recherche contractuelle, constituant l'un des véhicules de la valorisation, veiller à un financement public et privé équilibré dans les secteurs d'utilisation spécifique des SHS. Ne pas appliquer, très important par rapport à ce qu'on a vu ce matin, donc je l'avais écrit avant, hein, bon, il faut le savoir quand même, ne pas appliquer au spin-off SHS les mêmes critères de financement et d'évaluation des résultats que pour les spin-offs à vocation économique. Leur trajectoire, donc de ces spin-offs-là, SHS, de valorisation, n'est en effet pas la même, que ce soit en termes de temporalité, d'objectifs, de rapport risque-rendement. Et pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est l'effet hockey-stick, hein, avec maximum de risque et maximum de rendement. Ça ne marche pas, ce modèle-là, dans les domaines dans lesquels nous sommes. Éviter le cannibalisme entre une recherche qui mène à la valorisation et une autre plus fondamentale. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Il faut leur donner à chacun un beau petit costume. Cette dernière est nécessaire pour que la première puisse exister. Maintenant, les universités, elles doivent utiliser le système mannequin piece, c'est-à-dire on met les vêtements qu'il faut mettre pour pouvoir obtenir auprès des pouvoirs publics. C'est autre chose. Cette dernière est nécessaire pour que la première puisse exister. Il faut donc trouver une clé de répartition budgétaire optimale entre ces deux types de recherche qui sont par ailleurs complémentaires. Et l'optimalité est à chercher à la fois dans le privé et dans le public. Je fais partie du jury international des pôles de compétitivité. Eh bien, nous imposons, si le privé croit à son idée, il doit mettre de l'argent dedans. Il n'est pas normal qu'au niveau de la phase concrète, disons, de réalisation, le privé dise « moi je mets 15%». S'il croit à son idée, je suis désolé, il doit pouvoir mettre de l'argent dedans. Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Prendre en compte le fait que pour être efficaces, les SHS ont aussi maintenant besoin d'infrastructures. Promouvoir la recherche de masse critique de réseau, d'internationalisation, meilleure articulation entre formation, recherche et services à l'environnement, éviter l'instrumentalisation des SHS. Le défi est de contribuer au développement de la connaissance pour le bien de la société, sans réduire l'autonomie des scientifiques, la diversité des approches, notamment à l'égard des financements qui seraient liés à la recherche à finalité économique ou des financements qui seraient liés à des projets précis, fussent-ils de nature sociétale. L'université doit avoir une marge de manœuvre, elle doit pouvoir aller aussi brouter là où éventuellement on n'a pas trop envie qu'elle aille brouter. Et la société doit accepter ce genre de choses, sinon on va au-devant de pas mal de problèmes. Alors, le référentiel, eh bien, c'est important pour les pouvoirs publics, parce que c'est dans ce référentiel-là auquel ils vont participer qu'ils vont devoir inscrire leur action, type, nature et objectif des aides financières, quelles sont les structures d'appui, les schémas de développement, le chaînage, un maillon ne peut pas manquer, les méthodes, les parties prenantes, les rôles, le type de culture à développer. Moi, j'ai entendu quelque chose qui me révolte. Quelqu'un va entreprendre et en décembre ou en janvier, il sera chômeur. C'est ça l'entrepreneuriat? Eh bien, si c'est ça, je suis désolé, pose quand même pas mal de questions. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Alors peut-être qu'on a des saints dans ce domaine-là, mais quand même, je préférais qu'ils soient ailleurs. Adapter le processus de décision, la transversalité, la temporalité. On sait que la temporalité du politique n'est pas la temporalité, disons, des projets. Bon, si vous investissez dans la recherche, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ben, ce n'est pas le ministre qui a payé qui va éventuellement en profiter. C'est son successeur, et si ça prend du temps, ça sera peut-être son fils, hein, puisque en général, maintenant, on prend les fils. La prise de risque. Le politique doit pouvoir prendre 2 minutes. Les risques. Développer une culture de l'évaluation. Identifier les facteurs clés de succès en matière de structure, etc., etc. Bref, je passe. Il y a la place pour des métiers nouveaux. Ça, il faut le savoir. Il
il y a la place pour des choses que malheureusement on n'enseigne pas à l'université. Et ça, il faut le savoir aussi. Alors, en guise de perspective, je vais citer un rapport français. Ici, ma secrétaire a marqué 2099, mais rassurez-vous, elle a légèrement anticipé. C'est 2009. Donc, je termine. Hein. La contribution des SHS à l'analyse des changements qu'affrontent les sociétés les conduit à verser au débat des connaissances, des outils et des cadres d'analyse. Face aux changements les plus aigus et qualifiés de globaux, parce qu'ils sont mondiaux, multiniveaux, complexes ou fondamentaux, des problématiques s'imposent régulièrement et interrogent notamment les reconfigurations des relations entre les cultures, les processus d'apprentissage et de création, les frontières entre nature et culture, les nouvelles échelles des espaces et des temps humains, les modes de gouvernement et les dynamiques politiques, sociales et économiques, les dimensions des risques et des incertitudes ou les nouvelles vulnérabilités sociales et sanitaires. Les sciences humaines et sociales sont ancrées dans les enjeux des sociétés contemporaines. Elles en traduisent les valeurs et les préoccupations. Et voilà mon dernier paragraphe. Analyser un monde ouvert et interdépendant n'impose nullement de penser que les univers sont identiques ou au contraire irréductibles les uns aux autres. La pratique des sciences humaines et sociales illustre avec constance l'évidence d'un double rapport à l'universalité et à la singularité des hommes, avec un grand H, je ne veux pas de problème avec les féministes, et de leur société. La diversité des composantes disciplinaires favorise certes la dispersion, mais offre également la possibilité de tenir des points de vue distincts sur les mêmes objets. Cette propriété inhérente à la structure des SHS est renforcée par l'exigence d'échanges entre les disciplines et autorise les chercheurs de ce secteur à traiter des phénomènes complexes sans nier la singularité de leur approche et donc la spécificité de leurs résultats. Par la pluralité des méthodes et des objets engagés, les SHS ouvrent de nombreuses entrées pour favoriser la réflexibilité des sociétés sur elles-mêmes. Elles nourrissent la capacité transformatrice de l'action et sont par là même un gage de liberté des sociétés démocratiques contemporaines dont acte. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, passer après le professeur Scone, c'est toujours un défi, donc je m'en vais le relever avec un réel plaisir. Donc, c'est un réel plaisir, d'ailleurs, pour moi de me joindre à vous pour clôturer ce séminaire dédié aux chercheurs en sciences humaines et sociales, et particulièrement dans ce lieu qui me rappelle de très, très bons souvenirs. Donc, voilà, le ministre de la Recherche en Wallonie comme en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Marc Nollet, n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce jour. Mais il me prie de vous faire part de son grand intérêt quant aux sciences, au rôle des sciences humaines et sociales pour le devenir de la société en général. En son nom, je remercie chaleureusement le réseau Lieu pour l'organisation de ce séminaire, qui est d'ailleurs une première, je pense, sous ce format-ci. Au niveau européen, le programme Horizon 2020, qui est le successeur du 7e programme cadre, comme vous le savez tous, je pense, est actuellement en discussion. Déjà en décembre 2011, le ministre Nollet s'exprimait en ces termes au sein du Conseil compétitivité de l'Union européenne. J'insisterai sur l'importance à accorder aux sciences humaines et sociales. Je salue la proposition de la Commission qui considère que celles-ci doivent être présentes dans chacun des défis sociétaux. Mais je regrette qu'elle ne constitue pas véritablement le cœur d'aucun de ces défis. Je demande donc à la Commission d'assurer une meilleure prise en compte et une meilleure mise en valeur des sciences humaines et sociales dans chacun des défis. Dans la mise en œuvre d'Horizon 2020, cela devra se traduire par des outils qui ne mettent pas seulement en avant la valorisation économique d'un projet, mais son importance sociétale. Et pour favoriser les projets interdisciplinaires, il faudra être attentif à la composition des comités de sélection, intégrant des experts tant en sciences exactes qu'en sciences humaines. Fin de citation. Ce matin, le Conseil de compétitivité, qui se réunissait à nouveau, a adopté une première position sur Horizon 2020. Il y amende la proposition de la Commission pour créer un défi spécifique aux sciences humaines et sociales. Et la Belgique a rappelé que celles-ci devront être présentes également dans tous les défis et a fortiori dans celui-là. Donc, comme vous le voyez, au fur et à mesure, c'est un combat au quotidien aussi pour faire admettre les sciences humaines et sociales à leur juste valeur. Les gouvernements de la Fédération
Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement wallon, soutiennent d'ailleurs activement la recherche dans ces matières. Vous l'avez évoqué, je le rappelle, ils ont récemment adopté une stratégie 2011-2015 intitulée « Vers une politique intégrée de la recherche », qui a justement comme objectif prioritaire, un de ces 8 objectifs prioritaires, est la valorisation de la recherche. Et ce, quel que soit le domaine d'activité du chercheur. Et je crois que c'est une nuance majeure. Dans l'optique de favoriser cette valorisation, la Wallonie et l'Union européenne financent le réseau LIEU, ainsi qu'une quarantaine d'experts en valorisation. Et ces résultats aident justement les chercheurs à pouvoir justement élaborer des schémas de valorisation des résultats de recherche qui présentent un potentiel économique et ou social. Et j'espère que la journée aura pu convaincre les chercheurs qui ont pu être présents, mais je vois qu'il y a beaucoup de valorisateurs, surtout si je ne me trompe. Mais je suppose que le message passera. Ils sont partis travailler. Oui. L'interaction entre les chercheurs et la société constitue justement cet enrichissement mutuel. Et il est donc intéressant d'en bénéficier. À cet égard, un des exemples parmi d'autres, la mise en place des Science Shops, qui pourraient être étudiés en Fédération Wallonie-Bruxelles, pourrait être un exemple en tout cas intéressant à envisager. Donc ces magasins ne sont pas comme les autres. Ils demandent aux universités de pouvoir répondre aux besoins de la société civile en partageant l'expertise scientifique et leurs connaissances. C'est un peu le type de boutique de droit qu'on peut voir à certains endroits. Le concept est déjà développé aux Pays-Bas, en Flandre, dans d'autres pays européens. Pourquoi pas se poser la question, parce qu'il y a une réelle demande sociale justement pour la connaissance et la mise à disposition de cette connaissance à un public beaucoup plus large. Dans le contexte de la valorisation en sciences humaines et sociales, la Fédération et la Wallonie accordent aussi une importance toute particulière, vous l'avez également relevé, à l'innovation non technologique et à l'innovation sociale. Alors, vous avez cité une définition de l'innovation. Comme vous l'avez dit, il y en a plusieurs, maintes définitions. Donc, je vais quand même me permettre d'en épingler une, qui est celle d'Agnès Hubert, du Bureau des conseillers des politiques européennes, donc le BEPA, qui définit les innovations sociales comme des innovations à la fois sociales dans leurs objectifs et dans leurs moyens. Ce sont de nouvelles idées, produits, services, modèles, qui rencontrent simultanément des besoins sociaux et qui créent de nouvelles collaborations ou relations sociales. Les innovations sociales ne sont pas seulement bonnes pour la société, mais elles améliorent aussi la capacité de la société à agir. Donc elles sont tout à fait pertinentes. Et les chercheurs en sciences humaines et sociales sont à même de nourrir ce type d'innovation, tout comme les innovations non technologiques. À côté de ça se trouve bien entendu tout le champ des innovations technologiques qui gagnerait aussi à pouvoir collaborer et travailler de manière plus étroite avec des chercheurs en sciences humaines. Ça ne fait évidemment aucun doute. Si vous êtes déjà inscrit dans toute cette démarche, vous l'avez dit, je le rappelle, avec les modalités, je vous invite cordialement à déposer une candidature au prix Zénobe 2012, puisque ce prix est cette année dédié à l'innovation non technologique et attend justement pourra récompenser une entreprise et une unité de recherche et attend les porteurs de projets, les candidatures d'ici le 30 septembre 2012. Pour une unité de recherche, les activités éligibles pourront porter sur une recherche non technologique en amont de l'innovation, pour autant que leur transférabilité à la sphère socio-économique soit établie. Donc c'est vraiment une première, puisque ce prix était avant tout limité à l'innovation technologique. Et c'est donc un défi à relever, mais que nous relevons avec beaucoup de plaisir, de pouvoir justement ouvrir ça à l'innovation non technologique cette année. Alors vous avez aussi évoqué la recherche libre. Et je le rappelle, pour nous, la recherche libre constitue à l'évidence une importante source d'innovation. Ainsi, le financement de la recherche fondamentale est un des points de la stratégie 2011-2015. Et on y attache une grande importance. Début 2011, le budget de la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles s'élevait à 100 078 000 euros. En 2012, la Fédération a inscrit 101 670 000 euros, auxquels viennent encore s'ajouter 2 500 000 en provenance de la Wallonie. Donc là, c'est clairement des politiques croisées entre la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et 1 million en provenance du nouveau fonds Athéna, qui est le fonds qui est dédié aux infrastructures de recherche
qui sont des infrastructures de recherche ESFRI. Donc là, on rentre dans une problématique avec un lien européen. Soit un budget total pour 2012 de 105 190 000, incontestablement en hausse par rapport à 2011. Par ailleurs, le 26 mars dernier, le ministre Jean-Marc Nollet a eu le plaisir d'annoncer aussi la création d'un tout nouveau fonds, le fonds FRESH, pour la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales. Ce nouveau fonds s'élève à environ 5 millions d'euros. On le sait, les sciences humaines et sociales connaissent un immense succès auprès des étudiants. Ces disciplines comptent en Fédération Wallonie-Bruxelles environ 60% des diplômés en master. Et le fonds FRESH est destiné justement à des mandats de chercheurs, à la recherche collective qui inclut, outre du personnel, des équipements et du fonctionnement. Et en régime de croisière, il permettra justement le financement d'environ 110 chercheurs supplémentaires en sciences humaines et sociales. Mesdames et messieurs, que la recherche soit libre, orientée ou appliquée, et l'innovation, qu'elle se déclare technologique, non technologique ou sociale, la recherche contribue au premier plan à la nécessité de prendre à bras-le-corps l'ensemble des défis qui se posent à notre société. Les défis sociétaux ne peuvent pas s'appréhender sans une approche intégrée et qui laisse une part importante à la recherche qui est effectuée à l'initiative des chercheurs eux-mêmes. Ils ne peuvent en outre être abordés à travers une seule discipline. Ça requiert donc une collaboration entre les secteurs scientifiques, parfois trop cloisonnés, et entre les sciences exactes et les sciences humaines. Et enfin, les défis sociétaux demandent des interactions entre les chercheurs, la société civile, les services publics, les entreprises et les organismes sans but lucratif. Vous l'avez rappelé également. Une réelle transition vers une société durable, inclusive et moins consommatrice en ressources, ça vous ne l'avez pas dit, donc je le répète, parce que, si je peux me permettre, dans la matrice de valorisation, il manque quand même l'aspect ressources. Oui, c'est des etc., mais ça mériterait de pouvoir être explicité. Ça nous demande d'ouvrir exactement de nouvelles trajectoires de recherche et d'innovation. Et gageons que ce séminaire pourra justement susciter des vocations auprès des chercheurs en sciences humaines et sociales, de manière à pouvoir avancer dans ces domaines-là. Vos recherches sont utiles à la société et nous ne demandons qu'à les connaître. Merci à tous. Bien. Alors, je regarde Alain. Qu'est-ce qu'on fait, Alain ? Je vais... Donc, nous attendons toujours M. Marcourt, mais j'ai l'impression que nous allons pouvoir attendre longtemps. Donc, je vais... Oui, bien sûr. Je continue. Écoutez, je vais en profiter peut-être pour faire un double appel. D'abord, je voudrais remercier vivement une série de gens qui ont contribué à l'organisation de ce séminaire. D'abord, les intervenants du matin qui sont venus présenter leur cas de valorisation, qui se sont prêtés au jeu parce qu'on leur a soumis un canevas pour qu'ils fassent des présentations dans certains rails et pas n'importe comment. Ils se sont soumis à ce canevas, ils sont venus nous présenter longuement et en détail leur projet, et franchement, merci à eux. Je voudrais remercier les deux animateurs de l'après-midi, des ateliers de l'après-midi, qui sont venus de loin, de Rennes et de Limoges, s'il vous plaît, rien que pour nous. Et je pense que, franchement, le rapport a été exceptionnel pour ceux qui ont participé aux ateliers. Je ne pense pas qu'ils pourraient me dédire là-dessus. Alors, je dois remercier aussi les ateliers de la FUCAM et Lucie Helmons qui nous ont accueillis dans leur mur ici, dans ce magnifique ancien couvent rénové. C'est superbe, franchement, merci beaucoup. Je dois remercier un groupe dont je fais partie, donc ça c'est pas bien de s'auto-remercier, mais néanmoins, je pense qu'il faut en parler. Le réseau Lieu, c'est un réseau qui regroupe tous les services de valorisation des universités de la communauté française. Nous travaillons en réseau, ça veut dire que chaque service est indépendant des autres, mais que pour une série de matières pour lesquels ça se prête, nous travaillons ensemble, en coopération. Et notamment, nous avons des GT, des groupes de travail thématiques, qui travaillent donc ensemble, qui s'échangent des informations, qui montent des projets ensemble. Et ils sont thématiques parce qu'ils sont axés sur des thématiques de recherche. On a un groupe en biotech, on a un groupe
en technologie de l'information et de la communication, on a un groupe en sciences des matériaux, etc. etc. Et depuis, je dirais 1 an, nous avons un groupe sciences humaines et sociales. Ce groupe démarre après tous les autres, parce qu'effectivement, la valorisation en sciences humaines et sociales, ça démarre en communauté française. Et donc, c'est notre premier grand événement aujourd'hui. Donc, on est plusieurs, on est tous là dans la salle, et on a tous contribué activement à l'organisation de ce séminaire, au format. Et franchement, merci à tous d'avoir participé à ça. Mais au sein de ce groupe, il y a 2 personnes en particulier qui ont été les chevilles ouvrières de ce séminaire. C'est Alain Tondeur et Alessia D'Antonio qui ont vraiment qui ont tout fait, quoi. Je veux dire, ils ont vraiment les chevilles ouvrières de l'organisation de ce séminaire. Et je voudrais franchement qu'on les applaudisse avec ferveur. Alors bien sûr, je remercie Marie Kerbenbex et M. Marcourt qui va peut-être arriver, qui sait, pour être venu rehausser de sa présence le séminaire. Et enfin, je voudrais juste dire deux petites remarques importantes. D'abord, on a parlé du prix Zénobe. Vous avez dans votre farde une description du prix Zénobe et ce que vous devez faire si vous voulez y participer. Ça, c'est une chose. Pardon ? Et il y a des cartes postales à l'entrée, donc vous pouvez les prendre. Et alors, je vous ai dit, c'est notre premier séminaire collectif. On a fait une petite enquête de satisfaction. Elle est dans vos fardes aussi. Ça vous prendra 5 minutes de la remplir. Ça va très très vite. Et pour nous, c'est vraiment utile pour savoir si le format convient, si on doit le refaire ou pas, etc. J'ai oublié de remercier Monsieur Scones. Excusez-moi. J'ai complètement oublié de vous remercier. Merci beaucoup. Surtout pour le système Mannequin Piece que nous allons réutiliser. Nous allons valoriser ce concept. Okay. Merci beaucoup aussi pour les perspectives et évidemment aussi M. Pagano qui était là ce matin également. Voilà, donc n'oubliez pas de remplir cette enquête de satisfaction et je pense que, vu l'heure tardive, je peux vous inviter à prendre le verre de l'amitié, en bas je suppose. Merci beaucoup à tous. Au revoir.